bienvenue dans votre rendez-vous culturel. Vous êtes avec nous pour un tour des arts et du lifestyle. Aujourd'hui, le photographe Mira Kirchner sera sur notre plateau. Il reviendra sur son travail entre photo, journalisme et art. Nous rentrerons dans son univers plutôt complexe. Puis nous reviendrons sur ce nouveau genre musical, le salsa choc, directement venu de Colombie et qui fait danser le monde entier. Enfin, nous monterons en haut de la Tour Eiffel qui, en plus d'être le symbole de Paris, permet également à la capitale française de rester connectée tout le temps. Le Culture Mag, c'est tout de suite. Mira Kirchner est un photographe. Son travail a été publié dans différents journaux israéliens ainsi qu'exposé dans de nombreuses galeries pendant près de 40 ans. Ses œuvres ont été assez controversées, notamment une série de travaux sur la première intifada en 1990. Sa nouvelle exposition, stigmata.com, se trouve au musée Pressler de Tel Aviv. Et je suis ravie d'accueillir Mira Kirchner sur ce plateau. Bonjour Mira. Tout d'abord, vous avez utilisé beaucoup d'images Internet dans votre travail pour cette exposition. Pourquoi ? L'Internet aujourd'hui a à peu près 15 milliards de nouvelles images par mois. J'ai photographié un peu partout, j'ai exposé un peu partout, j'ai toujours photographié dans des musées des œuvres d'art classique et soudain quand j'ai fait un autoportrait, quand j'ai photographié un autoportrait et qui a posé beaucoup de questions sur la sexualité et l'identité masculine, j'ai compris que je n'étais pas obligé de photographier. Je peux rentrer sur Internet et voir des sites sur le sexe de toutes sortes. Et là-bas, il y a des personnages qui au cours de ma dernière exposition, je me suis occupé de la haine des femmes. Pourquoi des femmes sont présentées de telle ou telle manière. Et ça m'a donné un nouveau champ de travail, un nombre infini de personnages sur lesquels je pouvais travailler en faisant des montages photos. Et c'était tout à fait fascinant. Et j'aime beaucoup ça. Est-ce que vous pensez que la nouvelle génération, elle peut être affectée par ces images sur Internet en règle générale ? Je pense que la nouvelle génération, par définition, doit être influencée par ce genre de choses. Parce que avec le selfie et l'Internet et les iPhones, tout le monde sait aujourd'hui, de la Chine jusqu'à San Francisco, tout le monde est connecté. Oui, cette nouvelle génération est influencée et l'art réagit à la technologie, l'art utilise la nouvelle technologie. Et je serais très surpris si je n'utilisais pas cette technologie. L'art ne doit pas être conservateur. L'art doit être anarchiste, l'art doit être provocateur et utiliser ces nouvelles technologies le plus vite possible. Alors, vous avez travaillé dans les journaux pendant des années, vous avez un travail donc plutôt commercial et aussi vous avez fait des portraits et quelque chose qui est plus dans l'art. Qu'est-ce que vous trouvez comme différence entre ce travail commercial et votre œuvre ? Il faut établir une différence. Ce n'est pas vraiment un travail commercial. Lorsque j'ai travaillé dans la presse, je travaillais avec des photographies d'orientation politique. Par exemple, des photos qui ont été prises pendant l'intifada, la première intifada. Je suis orienté politiquement, bien évidemment, et une grande partie de mes photos, par exemple des photos de députés ou de premiers ministres, c'est une chose dans laquelle j'ai apporté beaucoup de force visuelle pour représenter le problème écologique qu'ils me présentent, qui sont pour moi et pour la société. Pas simplement au terme l'écologie, c'est pas forcément la qualité de l'air. L'écologie, c'est aussi la qualité politique et par conséquent, le travail journalistique est un travail d'un type très particulier. Mon travail personnel et artiste est lui aussi très agressif, mais là j'utilise ma famille, j'utilise mes amis, et mes enfants et moi-même. Chaque artiste est narcissique, bien évidemment. Oui.
Excusez-moi, vous parliez d'être engagé politiquement. Votre travail est assez critiqué. On le considère parfois comme très provoquant. Quel rôle joue la provoque dans votre œuvre? Premièrement, je ne pense pas que l'art doit créer un plaisir, doit susciter le plaisir. L'art doit être agressif. L'art doit entraîner les personnes à penser et à se poser des questions. Par exemple, je crois que l'art doit servir à la psychologie comme l'art autrefois servait l'Église et la religion. Et il doit remettre en cause certains modèles pour vérifier de nouveaux modèles. Lorsque j'ai pris en photo toutes sortes de gens pendant l'intifada, et à ce propos, j'ai eu beaucoup de critiques très difficiles en Israël sur le fait que j'ai photographié des gens blessés qui n'étaient pas... par exemple, une enfant de quelques mois qui a reçu une balle en plastique dans l'œil, mais le soldat n'avait pas l'intention de la blesser, mais tout de même elle était blessée. Et ce bébé que j'ai photographié à plusieurs reprises est la victime d'une victime non engagée dans le conflit par excellence. Et oui, effectivement, le public en Israël a beaucoup de difficultés à admettre cette réalité-là. Mais moi, je me sens obligé de présenter cette réalité-là. Ouais, un œil différent sur le conflit. Merci beaucoup, Mira Kirchner. Je rappelle donc que vous êtes exposée au musée Pressler de Tel Aviv pour cette exposition stigmata.com. Merci. On a tous été touchés par le virus tube de l'été, ces chorégraphies qui encensent la planète. Les années passées, c'était le Gangnam Style, la Macarena ou encore Harlem Shake qui nous est transpiré sur les pistes de danse. Bien, le cru 2014 est marqué par ces rythmes colombiens que l'on appelle le salsa choc, danse qui transcende les barrières sociales et les barrières du monde entier. Daniel Campos va nous faire danser. Fini le Harlem Shake, place à une nouvelle danse beaucoup plus tendance. Toute la Colombie s'est déhanchée au rythme de la nouvelle chorégraphie du moment, la salsa choc. La salsa choc, à la fois un genre de musique et une danse venue tout droit de la côte pacifique de ce pays d'Amérique du Sud, dans le département d'Agua Blanca, non loin de Cali. Cette chorégraphie connaît un succès aux quatre coins du globe. La recette, la fusion de sonorités de la côte pacifique avec une louchette de reggaeton et une pincée de rap, sans oublier le plus important, des pas de danse très déhanchés. 2014, c'est l'année qui a vu ce genre musical exploser. Tout a commencé avec ce tube, Rastastas, par le groupe Califlo Latino. Mais ceux qui ont donné à la salsa choc son heure de gloire dans le monde entier, ce sont les footballeurs de l'équipe nationale de foot qui, à chaque but marqué, se déhanchaient avec ferveur sur ces rythmes plutôt caliente. À présent, ces tonalités ensoleillées se sont répandues dans le monde entier. En boîte de nuit, sur les dance floors ou même en extérieur, la salsa choc se pratique en couple et même en groupe. En Colombie, la danse fait partie de l'ADN national. Plus qu'un loisir, elle a un rôle unificateur et rassemble toutes les classes sociales et toutes les générations. La danse est d'ailleurs tellement présente dans la culture populaire colombienne que vous la trouverez dans l'œuvre du peintre national Fernando Botero. Même si la Colombie a son propre marché musical, elle a toujours été influencée par les tubes mondiaux. Souvenez-vous, en 1989, c'est le groupe franco-brésilien Kaoma avec la lambada qui met le feu sur les dance floors de tout le pays. En 1994, les Espagnols de Los del Rio enflamment les clubs locaux avec la Macarena. Mais cette fois-ci, c'est la salsa choc qui franchit les frontières colombiennes. Alors ne soyez pas surpris si vous entendez ces rythmes endiablés à la plage ou en boîte de nuit. Il ne vous reste plus qu'à apprendre les pas de danse et puis, vamos! Vous vous souvenez sûrement du célèbre Happy Birthday chanté par Marilyn Monroe au président Kennedy. Eh bien, cette fois-ci, c'est au tour de l'acteur Kevin Spacey qui a participé à une vidéo produite pour l'anniversaire de l'ancien président américain Bill Clinton. Dans cette parodie de la célèbre série House of Cards, il reprend son rôle de politicien sans foi ni loi, Frank Underwood. Il y a piégé Hillary Clinton en se faisant passer pour son mari, Bill. Une vidéo plein de clins d'œil à l'actualité, notamment autour des spéculations sur une éventuelle candidature d'Hillary Clinton à la présidentielle. C'est une vidéo qui est
destiné à inciter les internautes à signer la carte d'anniversaire de l'ancien président Bill Clinton. Alors, Happy Birthday, Mr. President. Elle a 125 ans, l'allure est lancée, un corps de fer. La Tour Eiffel est bien plus que l'emblème de Paris et de la France. Elle est aussi celle qui va vous permettre de rester connecté avec le monde. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi, grâce à Sandy Fartis. Regardez. La Tour Eiffel, monument symbolique de la France. Assaillie par les visiteurs, été comme hiver, elle n'est pourtant pas qu'une simple attraction touristique. Au 6e étage, interdit au public, se trouve tout un réseau de câbles et d'antennes, une installation stratégique de diffusion pour la télévision et la radio en Île-de-France. Ce site de la Tour Eiffel, c'est ici qu'ont été faites les premières expérimentations télé et radio. Et aujourd'hui, le site couvre 12 millions de franciliens. Donc la contrainte continuité de service est très forte sur ce site. C'est très écouté, très regardé. Ces antennes sont reliées par 2 tubes en cuivre à la salle de contrôle, 300 mètres plus bas. Sous le parvis de la Dame de Fer où affluent les touristes, 2 salles d'émetteurs, une pour la TNT, l'autre pour la radio FM. Devant les écrans, des techniciens veillent constamment. Leur mission, s'assurer que la diffusion de 45 chaînes de télévision et 32 radios se fasse sans encombre sur une région de 50 km de rayon. Une tâche qu'ils peuvent accomplir depuis leur fauteuil, contrairement à leurs prédécesseurs. Il y a encore 20 ans, un technicien montait ici tous les jours pour assurer les émissions en direct des différentes télévisions. D'ailleurs, ils étaient parfois amenés à dormir jusqu'ici, donc il y a encore des lits. Telle une visionnaire, la Tour Eiffel a encore une autre fonction. On y fait des expérimentations. Au programme, test de diffusion de programmes télévisés en ultra haute définition. Programmes qui pourront à l'avenir être visionnés sur les nouveaux modèles de téléviseurs 4K et atteindre une résolution proche de 4000 pixels. Mais aussi test du programme B2M qui diffuse des journaux et des magazines numériques pour tablettes par le réseau hertzien, un système qui permet d'alimenter les tablettes des abonnés quand elles sont hors de portée des réseaux Wi-Fi ou de la 4G. On ne peut pas dire, du haut de ses 125 ans, la Dame de Fer sait vivre avec son temps. Bonjour Israël Tavor, vous nous rejoignez sur le plateau aujourd'hui. Vous êtes chroniqueur sur le site internet routesisraël.com et vous venez nous parler d'un musée plutôt intrigant et original, c'est celui des poupées, c'est à Arad en Israël. Oui, le musée des poupées d'Arad. Alors on y arrive forcément par hasard, parce qu'on n'y arrive pas de son plein gré. Imaginons qu'on aille vers la mer Morte. C'est sur le chemin de la mer Morte. C'est sur le chemin de la mer Morte en partant de Tel Aviv. Et on tombe en panne. Et là, qu'est-ce qu'il y a à faire à Arad ? Pas grand-chose, pour être honnête. Alors Arad, c'est 23 000 habitants, c'est coincé entre le désert du Negev et le désert de Judée. C'est surtout connu pour être la ville de résidence de l'écrivain israélien Amos Oz et aussi le musée des poupées d'Arad, magnifique musée. En fait, c'est 2 personnes, Miri Leibovitch et Edward Schuster, qui ont créé ce musée. Alors vous avez des poupées faites de porcelaine, de papier mâché, de terre cuite également. Et donc, vous avez même certaines de ces poupées qui sont vendues à des grandes personnalités du monde. Et il y a chaque année la reine Béatrix, l'ex-reine Béatrix des Pays-Bas, qui achète une de ces poupées. Donc c'est pas seulement un musée, c'est aussi un magasin de poupées. C'est également un magasin. Alors je vous cache pas que lorsque l'on voit un petit peu les images, ça fait un petit peu peur. On se rappelle un petit peu de ces films d'horreur où on voit les poupées se réveiller au milieu de la nuit. Alors la peur irrationnelle des poupées, ça s'appelle la pédiophobie et je ne passerai pas la nuit dans ce musée. Ça, à mon avis, ferme les lumières le soir et ça te fait une sorte de train fantôme. Alors trêve de plaisanterie, c'est quand même 2 artistes reconnus internationalement. Donc ça vaut un petit peu le détour de voir un petit peu ce qui s'y passe. Celle-ci qu'on vient de voir, elle n'était pas... Là, c'est du papier mâché, je le reconnais. Ah ouais, donc, mais bien que les Barbies qui sont en plastique, elles font aussi tout aussi peur, je dois dire. Ah, surtout qu'elles deviennent vraies. Celle-là, elle est terrible. Ouais. Oui, c'est vrai qu'elles sont pas fameuses. Mais bon, donc ce musée, c'est donc à Arad et c'est connu mondialement. C'est connu mondialement pour ceux qui aiment les poupées, uniquement. Parce que si franchement vous allez de vous-même voir ce musée, en général quand on va dans un musée, c'est qu'il pleut. Donc il n'y a pas d'autre chose à faire. En Israël, vu qu'il pleut 3 jours par an, vous avez 3 jours pour aller voir ce musée. Mais alors c'est étrange puisque vous dites qu'en Israël il pleut rarement et qu'on ne va au musée que quand il pleut. Pourtant Israël est connu comme le pays qui a le plus de musées par nombre d'habitants. Exactement, c'est l'une des particularités d'Israël. On adore les musées, on y va
pas toujours, hein. Mais on adore faire des musées. Alors bien sûr les musées les plus connus, donc le musée de Jérusalem, Yad Vashem, le mémorial de Yad Vashem, bien sûr également. Mais également vous avez tout un ensemble de petits musées qu'on a essayé un petit peu de voir, qui sont assez amusants, qui sont parfois des initiatives personnelles de certaines personnes qui veulent mettre en avant certaines choses, certaines passions. C'est assez passionnant de voir comment en Israël vous avez toute cette culture qui se met en avant. Alors donc si vous n'êtes pas effrayé par les poupées, vous pouvez donc vous rendre au musée d'Arad pour voir toutes ces jolies poupées. Merci beaucoup Israël Tavor. Voilà, c'est la fin du Culture Mag. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet i24news.tv. D'ici là, bon retour sur la planète Terre.